Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et à la miniature, pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle histoire paranormale que les Warren ont traitée. Et aujourd'hui, on s'attaque à la hantise de toute une famille et d'une maison. Donc, je vais vous raconter la hantise de la famille Snedeker. J'espère que je dis bien leur nom. Aussi, je pense que vous avez remarqué, j'ai changé un peu le setup. Je teste des nouveaux trucs. Dites-moi si vous aimez bien ou si vous préférez l'ancien. Mais du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, pour ce qui est du contexte, on est en 1987 et Carmen et Allen Snedeker avaient trois fils de 13, 11 et 3 ans. Et les deux aînés étaient les enfants que Carmen avait eus d'un mariage précédent. Philippe, qui était l'aîné, était atteint d'un lymphome, donc c'est une forme sérieuse de cancer. Et comme il n'existait aucun centre de traitement pour enfants dans leur région, 5 fois par semaine, Carmen emmenait son fils à 480 km dans le Connecticut, où se trouvait l'établissement le plus proche pour ensuite revenir. Depuis quelque temps, Philippe avait un nouveau traitement encore plus difficile à supporter que celui d'avant. Il lui donnait des nausées, des maux de tête, des courbatures et sa peau était tellement brûlée qu'elle avait noirci. Sa mère, forcément très inquiète, avait peur que tout ça finisse par le tuer, donc elle a décidé de louer une maison près du centre de traitement pour lui épargner au moins les longs trajets. Elle a eu beaucoup de mal à trouver des loueurs qui accepteraient une famille avec 4 enfants, mais elle a fini par trouver une grande maison qui s'appelait la Allahan House et elle était tellement soulagée qu'elle l'a louée sans même la visiter avant. Donc tout ce beau monde emménagèrent le 19 juin 1987 et en apercevant la vieille bâtisse, Carmen a été submergée par une angoisse inexplicable directement et elle a refusé de sortir de la voiture et a demandé à son mari d'aller inspecter l'endroit sans elle. Donc il y est allé et il est ressorti 15 minutes après en demandant à sa femme de venir voir, mais en rentrant dans le hall, elle n'a rien remarqué de spécial et brusquement, elle a vu au-dessus de chaque porte, sans exception, un crucifix. Son mari lui fit alors remarquer que avant c'était un salon funéraire et en descendant au sous-sol, ils ont découvert une ancienne salle d'embaumement. Carmen du coup ne voulait plus vivre ici parce qu'elle ne voulait pas que son fils soit confronté à sa propre mortalité tous les jours, mais son mari lui a répondu qu'il n'avait pas d'autre choix. Donc Carmen a pris la décision de cacher cette vérité à ses enfants et de dissimuler la salle d'embaumement en poussant une petite bibliothèque devant la porte. Les enfants, quant à eux, étaient très heureux de leur nouvelle maison. Ils avaient l'impression de vivre dans un château tellement elle était grande. Carmen installa Philippe au sous-sol car il y avait une pièce avec une salle de bain mitoyenne et il avait besoin d'intimité car il avait souvent des nausées et sa mère pensait qu'elle pourrait quand même l'entendre s'il avait besoin d'aide. Les enfants avaient pour habitude de fouiller partout et Philippe n'a pas mis longtemps à découvrir que la maison était donc un ancien salon funéraire. Il l'a directement dit à son frère Brad en lui expliquant qu'autrefois les cercueils étaient exposés dans la pièce qui leur servait de chambre, mais le petit garçon n'y a pas cru. Donc pour lui prouver le contraire, Philippe a poussé la bibliothèque et l'a fait rentrer dans la salle d'embaumement en le défiant de monter sur la table en métal. Son petit frère n'en avait évidemment aucune envie, mais il venait d'être défié et il ne pouvait pas se défiler, donc une fois allongé, Philippe a fait tourner la table sur elle-même et Brad l'a supplié d'arrêter, mais il est resté immobile en le regardant avec un regard froid. Il avait voulu et il avait réussi à lui faire peur. Le lendemain, toujours en arpentant la maison, ils ont découvert que du sang sortait de certains murs et donc ils se sont précipités pour le dire à leur mère qui se trouvait dans la cuisine à ce moment-là. Quelques jours plus tard, Carmen s'est rendu compte que le crucifix du sous-sol, celui accroché au-dessus de la porte de la salle d'embaumement, avait disparu. Elle s'inquiétait pour Philippe qui était très malade, son traitement était stressant et elle se disait qu'il traversait sûrement plus de choses qu'elle ne pouvait imaginer. Depuis leur arrivée, Philippe entendait tous les soirs des voix et désormais il voyait aussi des fantômes. Sa mère ne pensait pas que la maison était hantée, mais bien que son fils était victime d'hallucinations dues à sa radiothérapie. Elle lui avait interdit d'en parler à ses frères, de peur qu'ils n'y croient, mais elle avait quand même peur qu'ils finissent par le faire.
6 mois plus tard, Philippe réveilla son frère Brad pendant la nuit en éclairant un endroit de la chambre avec sa lampe torche et en lui chuchotant de ne pas faire de bruit et que 4 hommes étaient assis dans le coin. Effectivement, Brad distingua 4 silhouettes masculines habillées de vêtements foncés, mais il ne pouvait pas voir leur visage qui était dissimulé sous des grandes capuches. Les hommes se levèrent, se rapprochèrent de la table et le robot électrique se mit brusquement en marche. Soudain, les hommes ont eu l'air de remarquer la présence des 2 garçons et ils se retournèrent tous en même temps vers eux. Les 2 enfants s'enfuirent de la chambre en courant en direction de la cuisine où était leur mère et dans cet état de panique, ils lui expliquèrent ce qu'ils avaient vu. Encore une fois, elle pensait que Philippe avait raconté ces histoires de fantômes à son petit frère et donc elle était plus en colère qu'effrayée. Elle alla inspecter la chambre, la salle d'embaumement ainsi que toutes les autres pièces poussiéreuses qu'elle n'ouvrait jamais, mais évidemment elle ne trouva personne. Cependant, en remontant à la cuisine, elle s'aperçut que le crucifix qui était au-dessus de la porte avait lui aussi disparu. Et comme vous l'avez peut-être deviné, peu à peu tous les crucifix de la maison se sont volatilisés. Carmen pensait que c'était ses enfants qui s'amusaient à ses dépens. Elle avait déjà essayé de leur en parler, mais ils accusaient une entité d'être responsable de ces disparitions. Peu de temps après, elle les a tous réunis pour un conseil de famille et leur expliqua la vérité sur la maison, mais qu'elle n'était pas hantée par des fantômes. Elle dit à Philippe qu'il ne se comportait pas comme un garçon de son âge et qu'il devait arrêter de faire peur aux plus jeunes. Elle lui demanda de ne plus raconter de telles histoires quand tout d'un coup Philippe se leva de sa chaise en ignorant les paroles de sa mère et sortit de la pièce. Carmen avait alors culpabilisé d'être aussi sévère avec lui alors qu'il était très malade. Après 1 an d'habitation, Philippe a déménagé sa chambre dans la salle d'embaumement et quand sa mère lui a demandé pourquoi, alors qu'avant il en avait si peur, il lui répondit seulement par un hochement d'épaule. Depuis quelque temps, il semblait se refermer sur lui-même, il ne parlait et ne souriait que très peu. Carmen ne savait plus comment communiquer avec lui, mais elle essayait quand même de le comprendre. Après tout, il entrait dans la puberté, habitait une nouvelle ville, avait un cancer, entendait des voix, voyait des choses et comme les médecins lui avaient affirmé que ses hallucinations ne venaient pas de son traitement, il devait être encore plus troublé. Au début de l'été, 2 des nièces de Carmen, donc Tim et Cam, sont venues visiter la famille. Philippe s'était toujours très bien entendu avec Tim, mais cette fois il n'était même pas venu l'accueillir à son arrivée. Cam en a été surprise et est descendu le voir dans sa chambre, mais il s'est montré distant et presque désagréable avec elle. Tim est reparti chez ses parents, mais Cam proposa à sa tante de rester l'aider car elle la trouvait débordée. Un jour, Cam faisait le ménage dans la chambre de Philippe et elle a découvert sous son matelas un petit carnet noir. Elle a hésité à le ranger à sa place, mais étant inquiète pour Philippe, elle le montra à sa tante. Terrifiée, Carmen y découvrit que son fils n'y parlait que de mort et de tuer des gens. Plus elle avançait dans sa lecture, plus elle se demandait s'il avait écrit ça tout seul, parce qu'en fait, son fils était dyslexique et elle avait eu beaucoup de mal à lui apprendre l'alphabet et pourtant, les pages du carnet contenaient des mots particulièrement complexes. Donc, complètement troublée, elle lui demanda comment il avait pu écrire tout ça et il lui répondit que l'homme l'avait aidé. Un soir, lors du dîner, Philippe a tendu le bras pour prendre un morceau de pain et sa mère a aperçu comme des égratignures profondes sous ses manches, donc elle les souleva brusquement et découvrit que ses bras étaient recouverts de signes ésotériques et certaines marques semblaient récentes, mais d'autres plus anciennes avaient laissé des cicatrices blanches en haut de ses épaules. Carmen lui demanda alors pourquoi il s'infligeait ça et il lui dit qu'il ne savait pas mais quelque chose le poussait à le faire. Philippe avait réellement changé, il suivait souvent sa mère et sa cousine Cam dans la maison en silence et il était de plus en plus agressif. Parfois il faisait des remarques désobligeantes à son petit frère et s'il lui répondait, il le frappait. Un jour, Cam a voulu s'interposer et foudrage, Philippe s'était précipité dans la chambre de sa cousine pour y détruire tout ce qu'il pouvait. Elle avait essayé de l'arrêter, mais il semblait animé par une force surhumaine et l'avait projeté à travers la pièce comme si elle ne pesait rien. Elle était restée stupéfaite un moment. Après tout, il avait un cancer et il n'aurait jamais dû avoir une telle force. Et c'est après cet événement que Cam a commencé à être harcelée par quelque chose.
La nuit, elle avait la sensation que des mains tiraient sur ses draps comme pour les arracher. Ses couvertures se retrouvaient régulièrement jetées au sol, son chandail se soulevait tout seul et parfois il semblait que quelqu'un tirait sur la bretelle de son soutien-gorge. Elle avait l'impression qu'une entité invisible rôdait autour d'elle et elle décida d'en parler à sa tante. Carmen n'arrivait pas à croire en toutes ces histoires paranormales, pourtant elle aurait bien aimé, mais à chaque fois que son fils l'avait appelée pour ça, elle n'avait jamais rien vu. Et donc elle ne voyait qu'une seule explication au problème de Cam: Philippe harcelait sa cousine. Elle savait qu'elle devait intervenir, mais cette pensée lui brisait le cœur. C'était son fils aîné, elle avait souffert avec lui et elle l'aimait plus que tout, mais elle devait protéger sa nièce et ses autres enfants. Elle était complètement perdue et donc elle demanda de l'aide à un médecin qui lui dit froidement que tous les symptômes de son fils ressemblaient à de la schizophrénie et qu'il devait tout de suite être interné. Donc le soir même, pendant le dîner, des infirmiers sont brutalement entrés dans la maison sans avoir attendu d'y être invités et ont attrapé Philippe qui se débattait et ils l'emmenèrent vers la porte pour le sortir. Carmen, évidemment, s'était mise à pleurer, elle aurait voulu le rassurer, mais elle en était incapable. Et une fois arrivée à l'hôpital psychiatrique, on lui passa une camisole de force et on refusa que sa mère l'accompagne à sa chambre. Philippe la supplia de ne pas l'abandonner et pendant que la porte se fermait, il lui cria « Maintenant que je suis parti, ils vont s'en prendre à vous ». Sur le chemin du retour, évidemment, Carmen s'est complètement effondrée. Les mots de son fils pesaient sur sa conscience et à cet instant-là, elle était prête à croire en n'importe quoi, tout plutôt que son fils soit schizophrène. En arrivant chez elle, elle se rendit directement au sous-sol et défia le prétendu fantôme de s'en prendre à elle. Elle y resta pendant des heures, mais rien ne se passa et donc elle alla se coucher. Elle dormait profondément quand Cam était venu la réveiller parce que quelqu'un venait de tirer la couverture de son lit. Pourtant, Philippe n'était plus dans la maison. Ne sachant pas quoi faire, Carmen la raccompagnait à sa chambre, mais en sortant dans le couloir, elle remarqua que le dernier crucifix avait disparu et d'un coup, elle comprit que ses enfants ne lui avaient en fait jamais menti. Dans la chambre, elle lisa à voix haute des passages de la Bible et Cam l'écoutait attentivement quand elle cria soudainement que quelqu'un s'approchait. Carmen leva les yeux et elle vit très distinctement une main se glisser sous la chemise de nuit de sa nièce qui commençait à caresser son corps. Elle était tellement visible qu'on pouvait deviner ses os et ses jointures. Complètement terrifiée, elle prit Cam dans ses bras et courut jusqu'à la salle à manger. Mais même installée là-bas, elles le sentirent approcher. L'atmosphère était lourde, la pièce était devenue glaciale et empestait d'une odeur étrange. Les deux femmes se mirent à prier l'une en face de l'autre en pleurant. Elles sentaient une présence invisible et entendaient des grognements juste à côté d'elles. Soudain, le chapelet de Cam se mit à léviter et est venu se placer entre leurs yeux. Le fil se brisa et des dizaines de perles tombèrent sur le plancher. Et malgré l'heure tardive, Carmen se dépêcha d'appeler l'église pour prendre un rendez-vous pour le lendemain. La présence semblait être partie après avoir brisé le chapelet et Carmen alla prendre une douche pour reprendre ses esprits, mais le rideau de douche s'enroula brusquement autour d'elle. Elle hurlait et se débattait de toutes ses forces, mais le plastique se resserrait lentement autour de son visage et elle commençait à suffoquer. C'est comme si quelqu'un cherchait à l'étouffer et que plus elle criait, plus l'emprise était forte. Cam, qui avait entendu les cris de sa tante, se précipita dans la salle de bain et la découvrit nue sur le carrelage en train de lutter pour sortir du rideau de douche. Cam comprit immédiatement la situation et déchira le plastique sans difficulté. Comme prévu, le prêtre est venu les visiter le lendemain et après avoir entendu leur histoire, il leur conseilla de demander l'avis de deux enquêteurs du paranormal qu'ils connaissaient, Ed et Lorraine Warren. Et comme Philippe l'avait prédit, depuis son départ, les manifestations étaient constantes et Carmen avait l'impression de perdre la tête. Donc il y avait des odeurs de chair en décomposition qui arpentaient toute la maison, les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules, l'eau des seaux devenait parfois très rouge comme semblable à du sang et des assiettes se rangeaient toutes seules dans les placards. Les Warren se présentèrent quelques jours plus tard chez la famille. Ils étaient venus avec John Zaffis, qui est un acteur et un chercheur paranormal, et deux autres enquêteurs du paranormal, leur petit-fils et neveu. Et ils y restèrent 6 semaines, subissant eux aussi les agressions des démons
qui les giflait, leur donnait des coups de pied ou les poussait par terre. Dans la grande pièce principale, il y avait une trappe par laquelle étaient autrefois montés les cercueils et des bruits de poulies et de chaînes se faisaient entendre comme si le funérarium était toujours en activité. Et en fait, l'enquête sur l'histoire de la maison avait révélé que d'anciens employés d'une entreprise de pompes funèbres étaient coupables de nécrophilie et de nécromancie, ce qui avait attiré le mal. Carmen, complètement accablée par la culpabilité, fit rapidement sortir son fils de l'hôpital psychiatrique en espérant qu'elle pourrait l'aider à se débarrasser de l'étiquette de schizophrène qui lui collait à la peau. La famille Snedeker a quitté la maison l'année suivante, donc en 1989. Aucun phénomène inexplicable ne se serait produit depuis, mais Lorraine Warren a déclaré des années plus tard avait été nettoyée de toute présence maléfique après l'exorcisme effectué en 1988 que, je cite, la vraie affaire était beaucoup plus effrayante que n'importe quel film. Puis en 1992, Ray Garton a écrit un livre sur l'histoire de la famille et en 2009 est sorti le film Le Dernier Rite, très librement inspiré de cette affaire. Voilà tout le monde, j'ai fini de vous raconter cette histoire. C'est une histoire qui m'a énormément intéressée quand je l'ai découverte. J'étais en mode what? Genre, je sais pas, j'ai trop aimé cette histoire, même si elle n'est pas forcément très joyeuse, mais je l'ai trouvée hyper intéressante. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines histoires paranormales. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.